Donc moi, c'est Cécile Leroux, je viens de Gap, dans les Hautes-Alpes, et ce soir, nous représentons Tous Migrants, qui est la principale association qui travaille à Briançon, mais qui maintenant aussi est sur Gap. Donc voilà, ils ne pouvaient pas venir, ceux de Briançon, mais on espère qu'on arrivera à vous faire passer quand même ce qui se passe dans nos régions. Moi, je suis le mari de madame, Jean-Paul Leroux. Je viens aussi de Gap. Je connais bien Briançon, en particulier la Pave du Mont-Genèvre. Donc ça, c'est un endroit assez spécial. Et je fais partie de Tous Migrants, bien entendu, mais aussi nous faisons partie du réseau Hospitalité. Et en plus, j'ai une particularité, je ne différencie pas la vie associative et politique. Je pense que limiter les interventions à propos des migrants au niveau associatif est une grave erreur parce qu'il s'agit d'une politique européenne, il s'agit d'une politique nationale et que donc on est obligé, si on veut traiter correctement les migrants, d'intervenir au niveau politique et pas seulement associatif. Je m'appelle Suzelle Priot, je fais partie de l'association Roya Citoyenne, plus ou moins depuis le début, donc dans son conseil d'administration. Je m'occupe beaucoup de communication, coordination. Voilà, donc la Roya qui est à la frontière avec l'Italie, la frontière, ce qu'on appelle la frontière basse, frontière du sud, Ventimille, Menton, et en remontant un petit peu au nord. Et je suis assez d'accord aussi pour dire que cet engagement, c'est un geste, ça peut être humanitaire, mais c'est forcément politique. Voilà, on en reparlera peut-être. Jibi, de Roya Citoyenne également. Et moi, j'ai été personnellement impliqué puisque j'ai été arrêté le 6 janvier 2017 pour transporter des réfugiés dans mon véhicule de France en France. Et j'ai été condamné à 800 € d'amende avec sursis, confirmé en appel. Voilà. À Aix-en-Provence. Donc je vais commencer sur les Hautes-Alpes. Peut-être vous rappeler que c'est un tout petit département qui a 140 000 habitants, avec Briançon qui est la sous-préfecture, où il y a 12 000 habitants et à peu près 40 000 habitants à Gap. Et donc tout d'un coup, lorsque les possibilités de passer à la frontière de Ventimille et puis à la Roya se sont fermées complètement à cause de la militarisation des frontières et que les exilés n'ont pas pu passer par ces frontières-là, ils ont continué leur route le long et ils ont commencé à passer au col de l'Échelle et au col du Mont-Genèvre. Les premiers qui sont arrivés au col de l'Échelle, qui est moins haut que le col de Mont-Genèvre, mais qui est fermé en hiver, où il y a des mètres de neige. Il faut vous imaginer ce circuit de jeunes qui avaient déjà traversé la Méditerranée, passé l'Italie, traversé la Libye d'abord, la Méditerranée, l'Italie, et qui tout d'un coup se retrouvaient dans des mètres de neige absolument pas équipés pour passer cet obstacle avec personne qui les aidait. Voilà, ça il faut situer à peu près comme ça. Leur route, elle ne s'arrête pas à la frontière, elle ne s'arrête pas à Briançon où ils sont accueillis, ni dans la vallée de Névache où ils ont été accueillis en premier. La vallée de Névache, c'est celle qui est en dessous du col de l'Échelle, donc c'est les habitants de Névache qui les premiers ont accueilli chez eux tous ces exilés qui arrivaient. Et donc elles continuent leur route. Alors soit ils s'en vont du département, soit ils s'installent dans le département et leur route les mène à Gap en particulier, puisque Gap est la préfecture et que c'est là que se passe, et puis il y a aussi le conseil départemental, et c'est là que se passent toutes les démarches administratives de ces personnes exilées. Donc c'est par cette... Alors, peut-être qu'il faut resituer aussi, ça c'est quelque chose qui est important, c'est qu'est-ce que c'est que cette frontière ? Il n'y a plus de frontières. C'est l'espace Schengen, normalement, il n'y a plus de frontières. Il y a une seule frontière qui s'appelle, qu'on appelle le PPF, c'est les points de passage frontaliers, qui est autour de la Grande Europe, autour de tous les pays d'Europe. Mais entre les pays d'Europe, il n'y a plus de frontières. Schengen, c'est la libre circulation des personnes, des marchandises, des services, etc. Or, à l'heure actuelle, on a remis des frontières. Et ça s'appelle, très joliment, des points de passage autorisés. Ce n'est pas du tout autorisé, au contraire. Ils ne peuvent absolument pas rentrer.
Et il y en a 288, si mes souvenirs sont bons. Ils sont partout. Ils peuvent être sur la frontière, ils peuvent être dans les gares, dans les aéroports. Donc nos amis qui sont aussi sur la Manche et sur les départs vers l'Angleterre connaissent tous ces points qui sont partout. Et alors ils sont vraiment comme les personnes chargées de surveiller ces frontières le décident. C'est-à-dire il n'y a pas un nombre de kilomètres. Donc ce PPA, il peut être à Briançon. Si on va prendre quelqu'un qui est en train de trimballer un migrant dans sa voiture à 1 kilomètre de Briançon, on peut lui dire « Ah ben non, c'est pas possible, vous êtes sur le PPA là, c'est pas possible. » Voilà. Donc c'est totalement aléatoire. Donc c'est sur cette frontière, les exilés ont commencé à arriver en 2016-2017, à peu près. Hein. Ce qui se passe, je vais vous dire à peu près ce qui se passe à cette frontière à l'heure actuelle, puisque c'était le sujet d'aujourd'hui. Hein. C'est que la première chose, c'est qu'elle est un lieu de haut risque, c'est-à-dire que les gens qui essaient de passer cette frontière, pas du tout équipés, ont des accidents, ont des gelures, même si elles passent normalement, qu'elles ne sont pas attrapées par la police des frontières ou par les autres polices ou par les militaires, elles prennent des risques déjà épouvantables. Donc c'est la première chose qu'il faut signaler. C'est dangereux. On parle de sauvetage en montagne comme on parle de sauvetage en mer. Hein. Les montagnards disent tous qu'ils ne peuvent pas laisser des gens mourir dans la neige comme ça et dans la montagne. Donc c'est pour ça que se sont mis en place aussi tout ce service des maraudeurs. Hein. Ce qu'on appelle les maraudeurs, c'est ceux qui courent la montagne pour essayer de récupérer les gens qui les appellent au secours. Ou les chercher, quoi. Hein. Cette frontière, elle a une deuxième caractéristique, c'est que c'est un lieu où il n'y a pas de respect de toutes les conventions internationales, notamment en ce qui concerne les demandeurs d'asile, c'est-à-dire que les personnes qui se présentent et qui disent qu'elles veulent demander l'asile en France ont été et sont toujours repoussées de l'autre côté, c'est-à-dire vers l'Italie. La plupart du temps, très peu arrivent à passer, ça arrive de temps en temps mais pas beaucoup, et les mineurs, que normalement tout le monde doit accueillir et qui doivent être pris en priorité. C'est pareil, on les a remis dans la neige, quelquefois en leur enlevant leurs chaussures pour que ça soit plus agréable. C'est absolument épouvantable à ce niveau-là. C'est aussi une zone de non-droit pour les exilés. Alors qu'est-ce que ça veut dire les non-droits pour les exilés? Il y a plein de rapports qui ont été faits, qui ont fait des interviews de migrants et d'exilés qui ont bien voulu parler, et c'est avec ces rapports qu'on a tous les renseignements sur ce qui se passe à la frontière. Alors ça veut dire que par exemple, les personnes interpellées ne reçoivent pas d'informations sur leurs droits. C'est-à-dire que par exemple, ils auraient droit à avoir un avocat ou une personne d'une association qui pourrait les aider. Ils ont droit à un traducteur. On ne leur propose pas d'interprète, donc il y a quand même pas mal de personnes qui sont arrivées à cette frontière qui étaient d'origine, enfin qui venaient de pays d'Afrique de l'Ouest qui étaient anciennement de langue française, enfin qui étaient de langue française, mais la plupart notamment les jeunes, arrivent souvent d'endroits où ils ne parlent pas vraiment le français, mais une langue locale. Donc il faudrait qu'ils aient, pour leur faire comprendre les choses, il faudrait qu'ils aient un interprète tout de suite. Ils sont gardés dans des locaux qui sont totalement inappropriés, avec des toilettes dehors, rien pour dormir. Ils ont des couvertures et des bancs. Ils n'ont pas d'eau, on ne leur donne pas à manger. Et elles n'ont pas accès à un médecin, alors que la plupart arrivent dans un état absolument épouvantable. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe à la police des frontières à peu près quotidiennement. C'est aussi un lieu de militarisation accrue. Donc ça, la Roya, ils vous raconteront aussi tout ce qu'ils sont capables d'inventer, des motos avec des lampes à infrarouge, des motoneiges. Ils circulent dans toute la montagne, ils poursuivent tous les gens qui voient qu'ils circulent dans la montagne. Ils ont des drones et tout un tas d'outils militaires, hein, et voilà, pour pouvoir piéger les personnes dans la montagne. Elle est un lieu en plus, mais ça on y passera, on pourra répondre aux questions, mais on ne va pas y passer des heures. C'est aussi un lieu où les suprémacistes
sont venus traquer les migrants au faciès. Vous vous rappelez tous des fameux anoraks bleus qui ont arpenté la montagne pour ramener les Noirs qu'ils trouvaient à la police des frontières pour aider la police des frontières. Voilà. Donc ils sont à l'heure actuelle, il y a un procès contre eux et ils ont été condamnés en premier, mais ils ont fait appel. Mais on espère quand même qu'ils seront eux aussi quelque part poursuivis. Enfin, j'espère que les autres doivent être poursuivis, mais ceux-là, ils doivent l'être particulièrement. Donc le seul infléchissement qu'on a noté sur ces frontières depuis 2018, fin 2018, c'est que les jeunes ne sont plus remis en Italie, ne sont plus renvoyés en Italie. On les emmène, on les récupère, on les amène directement dans des lieux qui sont d'abord au commissariat, et le commissariat les mène ensuite dans des lieux qui sont ouverts par le conseil départemental pour qu'on puisse les évaluer, pour savoir s'ils sont vraiment mineurs ou pas mineurs. On prend avant leur empreinte, on fait un certain nombre de démarches pour les ficher, voilà. Et cette dernière chose donc, sur cette frontière, c'est que c'est un lieu où les solidaires sont poursuivis. Donc, je vais reprendre un peu la question des maraudeurs. C'est-à-dire que les premières personnes qui ont accueilli les gens, c'est dans la vallée de Nevache, ou alors c'est les pisteurs sur la station de ski de Montgenèvre. Ce qu'il faut savoir, c'est la différence avec la Roya, c'est que Montgenèvre est une station de ski internationale. Et donc, l'hiver, on ne peut pas fermer la frontière en la matérialisant avec X policiers le long de la frontière. Donc, il y a plein de gens qui font du ski dans les deux sens. Et l'été, il y a un golf international. Et donc, si vous êtes noir et golfeur, vous avez intérêt à avoir vos papiers parce que sinon, évidemment, vous risquez de vous retrouver avec la PAF sur le dos. Mais comme c'est une station de ski, eh bien, les policiers sont des skieurs. Ils ont des motoneiges énormes avec des phares. Et une fois qu'ils ont repéré les sentiers par où passent les migrants, eh bien, ils les pistent là. Le travail des maraudeurs, ça consiste donc à récupérer les personnes qui veulent passer d'Italie en France par des chemins détournés. Ils sont d'abord informés en Italie sur les trajets possibles. Quand ils sont attrapés, ils étaient renvoyés, sauf s'ils sont mineurs maintenant, mais ça c'est depuis que Salvini a été viré que la politique a un peu changé. Ils étaient renvoyés, mais finalement, l'un dans l'autre, ils arrivaient quand même à passer et ils arrivaient à Briançon. Voilà. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est que les maraudeurs de la première génération, si j'ose dire, je m'exprime comme ça, les premiers, ils sont tous fliqués par les services de police. Tous. Ils ont leurs photos. Et quand on amène des gens dans le commissariat à Briançon, on prend les photos et on dit « Vous connaissez ce monsieur ? Vous connaissez ce monsieur ? Vous connaissez ce monsieur ?» en espérant que la personne dise « Ah ben oui, c'est lui qui m'a fait passer. » Auquel cas, on va mettre en une procédure contre eux en action. Mais ça, c'est la première génération. Comme tous ces gens, une grande partie, ont été accusés d'aider un passage de l'Italie à la France, le procureur de Gap leur a fait des procès. Je ne vais pas vous énumérer tous les procès que nous avons eu lieu à Gap, qui nous ont demandé beaucoup de mobilisation. Le plus gros procès, c'était au mois de décembre de l'an dernier, où pour les 3+7, novembre de l'an dernier, où les 3+7 de Briançon, il y a eu 2000 personnes qui sont venues les soutenir, et il y avait autant de CRS et de gendarmes mobiles dans la ville. Donc la ville avait vraiment pris un aspect absolument incroyable. On avait même des canons à eau. C'était absolument spectaculaire. C'était vraiment remarquable. Donc ces procès, ces gens-là sont, même lorsqu'ils ont été condamnés à de la prison avec sursis et des amendes, ils sont retournés chez eux, mais ils subissent un harcèlement de la part des forces de police. Et tous les gens qui aident les migrants, les policiers se font un plaisir de contrôler leur voiture. « Ah mais oui, mais là, il y a ça qui ne va pas, vous avez une bosse et on vous met une PV, et etc. »
il y a une pression policière sur l'ensemble du Briançonnais qui est extrêmement forte. Nous ne vivons plus en démocratie, nous vivons dans un État ultra sécuritaire avec une action contre la population. Il faut que cela soit dit et soit bien clair. Ce que je voudrais faire... Alors oui, deuxième génération, comme ils ont vu que c'était très difficile, ils ont décidé de faire un appel à des gens pas connus par la police pour faire des maraudes. Ce qui fait que l'an dernier, il est venu plus de 100 personnes de Grenoble, de Lyon, d'Aix, de Marseille, de partout, qui ont fait des maraudes. Il faut savoir qu'une maraude, c'est extrêmement fatigant. Il faut d'abord s'équiper, il faut avoir du thé, des lampes frontales, il faut partir à 2-3, il faut avoir des trucs de secours. Et on fait ça de 10h du soir jusqu'au petit matin, pour essayer de récupérer les gens qui passent. On tient à signaler que malgré tous ces efforts, nous avons déploré des morts dus à la neige ou, pire, aux forces de police elles-mêmes, qui en pourchassant des migrants, en particulier une migrante qui s'appelle Blessing, qui s'est noyée dans la rivière pour échapper aux forces de police. Donc la situation est vraiment difficile, mais là, ils ne connaissaient pas les centaines de personnes qui sont venues. Et cette année, on va recommencer la même chose. Alors, pour illustrer cette situation, lors du procès des 3+7, il y a un des personnes condamnées dont le prénom est Benoît, qui avait été pris pour la chose suivante. Il était pisteur de la station de ski et il avait récupéré un couple avec un petit enfant et une femme enceinte. Il les avait pris dans sa voiture, mais du côté français, et la femme a commencé à avoir des douleurs. C'est pour ça que le monsieur était venu le voir, et donc il est descendu pour l'amener à l'hôpital. Et à 200 mètres de l'hôpital, la voiture de Benoît a été arrêtée par la douane. La douane, c'est les fameux postes automachins, trucs chouettes. Là. Et la douanière, donc Benoît explique que cette dame est en train d'accoucher, et la douanière lui dit non, mais moi je suis une femme, je sais très bien qu'elle n'est pas en train d'accoucher. Et Benoît dit, mais moi j'ai 3 enfants et j'ai assisté à la naissance de mes 3 enfants, elle est en train d'accoucher, et c'est vous, si vous ne voulez pas que je l'amène à l'hôpital, c'est vous qui supporterez qui serez accusé de non-assistance à personne en danger. Finalement, il téléphone au préfet, tout ça. Bon, on l'amène à l'hôpital et elle est accouchée à l'hôpital quelques heures après. Et donc ce monsieur a été accusé d'aide aux migrants, mais d'être à l'entrée illégale de migrants. C'est quand même insensé. Et donc, à la sortie du tribunal, il a lu un texte pour dire vraiment tout ce qu'il avait dû au fond du cœur, et je vais vous, pas tout lire parce qu'il y en a pour 10 minutes, mais je vais vous lire, c'est un contre-procès. Moi, monsieur Benoît, je vais vous faire un procès à la justice. Et voici ce qu'il dit. Un procès, parce que depuis des mois, des personnes qui cherchent un peu de paix franchissent nos montagnes dans des conditions difficiles au péril de leur vie, parce qu'elles ne sont ni préparées ni équipées pour cette traversée et n'ont aucune idée des dangers qui les attendent. Un procès, parce que nous osons aller à leur rencontre, leur donner à manger et à boire, leur donner des vêtements chauds, leur offrir un abri pour la nuit, leur proposer de retrouver un peu de dignité. Un procès, parce que nous osons défendre leurs droits, simplement parce que nous faisons notre devoir de montagnards, qui savent depuis toujours que l'on n'abandonne jamais quelqu'un en difficulté en montagne. Un procès parce que, quoi que vous en disiez, il continue de se passer à cette frontière des choses inadmissibles et que, depuis la fin du mois d'avril 2018, la situation s'est nettement aggravée. Les personnes migrantes y voient leurs droits bafoués, elles subissent des violences verbales, des violences physiques, elles le font régulièrement dépouiller de leur argent et de leurs biens de valeur. Elles doivent entreprendre des parcours de plus en plus dangereux. Elles subissent des pressions psychologiques qui visent à les décourager. Elles sont délaissées sur la voie publique alors que leur état nécessiterait des soins, voire une hospitalisation. Elles tombent dans des guet-apens, sont prises en chasse comme du gibier et sont poussées vers des parcours mortels. Un procès pour Blessing, Alpha, Mamadou et les inconnus qui ont disparu dans l'hiver.
Excusez-moi. Alors, ça, c'est une situation qui a amené la création de l'association Tous Migrants sur Briançon, qui est un regroupement de gens, d'associations, de maraudeurs, de gens qui accueillent. Dans le Briançonnais, il y a eu beaucoup d'accueil, mais pas que dans le Briançonnais, comme on le verra. Donc l'association Tous Migrants s'est donnée pour en première tâche l'accueil immédiat. Les soins. Nous tenons à signaler que le monde hospitalier résiste à la pression gouvernementale, que ce sont des gens qui aident et soignent, et que nous n'avons absolument ni à Briançon ni à Gap de problème avec les hôpitaux. Au contraire. Deuxièmement, Tous Migrants a pris en charge les frais de justice, c'est-à-dire les frais d'avocat, de défense des gens qui sont accusés. Maintenant, on en est aux appels. Au début du mois, il y a eu un premier appel de Kevin. On attend le jugement pour le 23. Le 24, début octobre, il y a eu l'appel de Kevin. On attend le jugement pour le 23 octobre. Et le 24 octobre, il y a l'appel d'un deuxième maraudeur à Grenoble. Les appels sont à Grenoble et pas à Aix. Peut-être que c'est mieux pour eux, vu ce qui passe à la cour d'appel d'Aix. Oui, qui veulent aller soutenir. Donc il y a ce soutien. Troisième tâche de Tous Migrants, c'est de faire des plaidoyers et de les rendre publics. Et ces plaidoyers, c'est la chose suivante, on fait intervenir soit des médias, Le Monde, Libération, en fait tous les journaux, la télé italienne. Les Italiens sont venus tourner en France des reportages. Et il y a depuis un très grand nombre de rapports qui ont été faits par l'ANAFE, c'est l'association d'aide aux personnes migrantes sur les frontières. Ça a été fait aussi par la CIMAD, ça a été fait par le Conseil national des droits de l'homme, qui ont fait venir des parlementaires, qui ont observé à la frontière. Ce que dit Benoît, c'est pas que lui qui le dit, ce sont des députés, des sénateurs. C'est des gens politiques qui sont venus observer, qui ont constaté les dégâts. Alors même si Tous Migrants dit toujours qu'il y a dans les forces de police des gens corrects, il faut savoir qu'ils ont une rotation pour éviter que les gens s'habituent et deviennent sympas. Et dès que ils ont une rotation, je ne me rappelle plus s'il est 1 mois et demi, 2 mois, il y a aussi donc Human Rights Watch qui a fait 2 rapports sur la manière dont les jeunes migrants sont traités après et sur la manière dont le conseil départemental des Hautes-Alpes ne fait pas son travail. Ils ont appelé ça « c'est la loterie ». C'est sorti il y a 1 mois environ. Voilà, donc... alors c'est l'autre, c'est moi qui confonds, excusez-moi. Ça dépend de leur humeur. Voilà, s'ils sont bien lunés, mais ils ne sont jamais bien lunés, on va les reconnaître mineurs, et quand ils sont mal lunés, même s'ils ressemblent à des jeunes filles de 12 ans non encore réglées, eh bien on va les déclarer majeurs. Voilà. Ça dépend de leur humeur. Donc le plaidoyer, le travail d'information, ce qu'on est en train de faire ici, des manifestations. Nous avons organisé beaucoup de manifestations, tant à Gap, pas que Tous Migrants, mais l'ensemble des réseaux qui travaillent sur ce secteur, qu'à Briançon et à la frontière. À la PAF, très régulièrement, il va encore y en avoir bientôt, il y a des grandes manifestations pour dénoncer l'attitude de la police. Et ces manifestations sont extrêmement importantes, et puis donc le travail avec... les organisations humanitaires nationales, que ce soit Médecins sans frontières, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de monde. Et dernière tâche, qui n'est pas la moins importante, une espèce d'appel, ils recherchent du financement et des donateurs pour payer les frais de procès, pour payer les équipements des maraudeurs, parce que souvent, les gens qui viennent faire des maraudes sont des alpinistes, ils sont équipés. Mais des fois, par exemple, de Grenoble, il est venu plusieurs toubibs, ils ont débarqué, il a fallu les équiper de pied en tête pour qu'ils aillent faire la maraude. Et donc, il faut de l'équipement, et puis il faut prévoir de quoi vêtir les gens qu'on recueille dans la neige, et ainsi de suite. Voilà. Je te repasse la parole. Non, pas trop.
Je voulais vous donner quelques chiffres quand même pour que vous vous rendiez compte du nombre de personnes qui passent la frontière. Donc de juillet à décembre 2017, il y a 2200 personnes exilées qui ont été accueillies au moins une nuit à Briançon, dans l'endroit qui s'appelle le refuge. Donc en 2018, c'était 5202 personnes qui ont été accueillies, donc 1940 mineurs, ce qui est énorme. Des vrais mineurs, hein. Parce qu'on dit toujours qu'ils ne sont pas vrais, mais c'est des vrais mineurs, soit 37%. La population est devenue plus vulnérable au fur et à mesure que les années avancent, c'est-à-dire qu'il arrive des personnes plus démolies, aussi bien psychologiquement que physiquement. Ça peut être à cause de leur séjour un peu long en Italie où ils n'ont pas reçu forcément, parce que les Italiens ont quand même eu énormément d'exilés qui sont venus chez eux, ils ont dû faire face à une organisation qui était compliquée pour eux, donc bon, quelquefois ils partent des campos pour venir en France parce qu'ils pensent qu'ils seront mieux accueillis en France. En 2019, donc on note une baisse des arrivées. Donc à fin août, il y avait 1477 personnes qui étaient arrivées et des personnes plus âgées. Il y a encore des jeunes qui passent, mais un peu moins. Donc pour vous dire un peu, je vais passer rapidement, puis après vous nous poserez des questions si vous avez envie. Pour les adultes, donc on a ce qui se passe, alors là je vous parle plus de ce qui se passe, non je vous passe à Briançon et à Gap. D'abord le plus important c'est de trouver des lieux où on peut les accueillir. Donc il y a des communes comme Briançon qui donnent des locaux, et comme la communauté de communes du Briançonnais, donc c'est comme ça que le refuge a été créé, et puis une autre petite maison qui sert pour d'autres familles. Il y a eu aussi un squat qui s'appelle la maison de Marcel, qui a été ouvert et qui est aussi très utile, qui reçoit plutôt des adultes. À Gap, donc on a eu aussi un squat qui s'appelait la maison Cézanne qui a été fermée, et un deuxième squat qui s'appelle le Césaille, qui actuellement reçoit plus de 70 personnes, adultes et enfants et familles, et qui est menacé d'expulsion bien entendu aussi. Il y en a eu un autre qui s'appelait le Chum à Vennes, qui est pareil, vient d'être fermé. Donc c'est une course permanente pour trouver des lieux d'accueil. Il faut signaler aussi qu'il y a énormément de familles qui se sont manifestées, comme vous le voyez ici aussi dans l'accueil des migrants et des exilés. Mais ça suffit pas parce que ça fait énormément de monde quand même. Voilà, ça c'est les lieux d'accueil. Lorsqu'il s'agit d'adultes, quand ils sont demandeurs d'asile, à ce moment-là, c'est le CADA qui va prendre en charge ces personnes-là. Quand ils peuvent, mais ils ne sont pas toujours logés, parce qu'il y a la moitié des personnes qui sont en demande d'asile qui ne sont pas logées. Il y a aussi le 115, qui est un lieu d'accueil pour les personnes vraiment vulnérables. Ce qu'on appelle vulnérables, ce sont les familles avec des femmes seules, des familles avec des tout petits enfants, mais pas les jeunes, hein, parce que les jeunes, on ne les considère pas comme vulnérables. Après, le reste, c'est vraiment les bénévoles qui accueillent des personnes chez eux, avec des associations comme Welcome, qui est un peu spécialisée dans l'accueil des personnes sur des temps courts, avec des contrats entre guillemets, c'est-à-dire des familles qui s'engagent pour 2 mois par exemple, et puis après on trouve une autre famille. Bon, après ça vous connaissez. Les difficultés viennent lorsque le droit d'asile n'est pas reconnu, qu'ils ont épuisé tous les recours et qu'on se retrouve avec des familles sans papier. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'aide financière, il n'y a plus d'aide médicale, il n'y a plus rien du tout. Et ça, c'est très compliqué pour toutes les associations. On s'est battu, nous aussi, pour les déplacements à Marseille, parce que vous savez que toutes les démarches doivent être faites à Marseille. On n'arrive pas à obtenir que les personnes aient une adresse dans les préfectures. Donc on est obligé de payer les trajets en plus pour qu'ils aillent à Marseille. Il faut qu'ils aient en général toute leur famille avec eux, hein, et c'est pas un membre de la famille qui doit y aller. S'ils sont 5, ils partent à 5. Et ça, on n'y arrive pas. Là, il y a la CIMAD qui est en train de se battre et on espère qu'ils vont y arriver. Alors pour les mineurs, je vous le dis rapidement, on dit en France qu'en 2016, ils étaient 4000 et qu'à l'heure actuelle, ils sont 25 000 en France, ce qui n'est pas énorme par rapport à la population française. Mais donc, chez nous, en 2017, les chiffres qui ont été donnés par la préfecture, c'était 1240 mineurs qui sont passés par le conseil départemental,
dont 572 qui ont été pris en charge par une ordonnance de placement provisoire, mais seulement 26 dans le 05. Depuis, le conseil départemental a diminué énormément les reconnaissances de mineurs, hein, c'est de pire en pire. Par contre, quand ils font un recours auprès du juge pour enfants, au bout d'un... C'est pareil, c'est aussi sur un passage de 20 jeunes auprès du juge pour enfants, il va en prendre 4 qu'il va reconnaître comme mineurs. Mais comme ça s'est un peu arrêté, on a l'impression qu'il y a plus de jeunes reconnus mineurs et plus de jeunes placés dans des familles. Donc ça, c'est un certain progrès, si on peut dire. Mais c'est très compliqué à tous les niveaux. Donc nous avons pour les jeunes des problèmes d'hébergement, de scolarité. Donc il faut le signaler, on est arrivé dans le département des Hautes-Alpes parce que tous les jeunes qui arrivent soient scolarisés. On s'est battu, on a fait des référés parce que l'éducation nationale ne voulait rien entendre. Et ils ont perdu. Donc depuis, tous les jeunes sont inscrits, sont évalués dès qu'ils arrivent et ils sont inscrits en école. Donc c'est des classes la plupart du temps spécialisées parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas été à l'école dans leur pays, pour la plupart hein, quand même. Certains vont en collège quand ils ont suivi un peu l'école, d'autres vont en lycée professionnel et d'autres en CFA. Donc ça c'est un gros travail. Ensuite la santé, nous on signale à l'heure actuelle, on fait un gros travail avec Médecins du Monde qui est installé à Briançon et avec qui on va poursuivre un travail pour expliquer que ces jeunes sont vulnérables, ils arrivent souvent avec des maladies graves, pas forcément contagieuses, hein, dès qu'on dit maladies graves, tout le monde prend peur là. Non, des maladies qui n'ont pas été soignées et qu'on n'a pas décelées forcément dans leur pays. Et ils sont mis à la rue avec leurs médicaments et leurs maladies graves. Hein. On les déclare non mineurs et puis plus personne ne s'occupe d'eux. Donc s'il n'y avait pas les associations, ces jeunes-là seraient à la rue. Donc on fait un gros travail juridique auprès du juge pour enfants et avec des avocats qui nous aident énormément pour pouvoir arriver à débrouiller les dossiers de ces jeunes, retrouver leurs papiers, enfin bon. Et ensuite, comme quand même ça traîne beaucoup, et bien quand ils arrivent et qu'ils ont 16 ans, on fait traîner pour qu'ils aient 18 ans, et là il n'y a plus rien. Hein, parce qu'en général, ils viennent de pays où ils n'ont pas le droit ils n'ont pas la possibilité de demander l'asile. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas considérés comme en guerre. Et donc il faut maintenant, on fait un nouveau combat qui est sur les titres de séjour. Et comme ils sont scolarisés, on peut à partir de leur scolarisation essayer de se battre là-dessus. Voilà. Donc voilà, après on répondra aux questions, hein, je crois. Nous, ce qu'on veut dire beaucoup, c'est que ce qui nous à chaque fois nous désespère, c'est que ils font tout pour rendre invisibles ces jeunes et ces familles. C'est-à-dire que c'est vraiment leur souhait, quoi. La préfète nous a dit, en parlant des jeunes, ils disparaissent. Oui, ils disparaissent. Ils disparaissent où? Enfin, ça ne veut rien dire de dire ça. Elle est contente parce qu'ils s'en vont du département, voilà. Et le conseil départemental, c'est pareil. Donc, nous, on trouve que c'est des mots qu'on ne veut plus entendre employer, ce genre de mots-là. Hein. Voilà. Et puis, ce qui est notre combat, c'est quand même pour la dignité de ces familles, de ces enfants et de l'accueil qu'on leur offre. Voilà. Merci. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses communes entre la situation là-bas et aussi commune de toute façon dans toute la France maintenant. Malheureusement, quand on parle de la situation des mineurs non accompagnés, des déboutés du droit d'asile, je crois que c'est l'horreur partout en France, quoi. En particulier dans les grandes villes, mais quand même, je crois que maintenant, j'ai le souvenir que, je sais pas, en 2016, quand on cherchait des débouchés pour les gens qui passaient par chez nous, on arrivait plus ou moins à trouver des endroits où ça se passait un peu moins mal. J'ai l'impression que maintenant, c'est fini, je sais pas. Voilà, alors, on va essayer de présenter un petit peu la situation telle qu'elle est dans la Roya actuellement, ce qu'on appelle la frontière d'As. Et moi, je voulais dire que, bien sûr, on n'est pas des universitaires. Non, je voulais vous dire autre chose avant, parce que j'ai peur qu'on oublie. On a tous les quatre, amené quelques revues, bouquins, enfin bon.
à consulter sur place, si vous le souhaitez, et aussi quelques-uns qui sont en vente, si vous les emportez, les faire circuler. Alors, ceci qui a été édité par le collectif... Non, par tous... Oui, en fait, on peut le télécharger tout simplement sur plein de sites. Bon, il y est sur le site de Roya Citoyenne, mais bien évidemment sur le site délinquantsolidaire.org, je crois. Mais Tous Migrants a eu la bonne idée de l'éditer pour que ça circule au maximum. Donc c'est 1 €, c'est pas cher. Voilà. Moi, je signaler que tous les rapports sont accessibles gratuitement par Internet. Voilà. Vous allez, je crois, sur n'importe quel asso, ANAFE, Gisti, etc. On trouve tout ça, je pense. Vous avez dû entendre parler, je pense, des EGM, États généraux des migrations, qui est une sorte de grand collectif d'associations. Il y a des centaines d'associations en France maintenant. Là aussi, il y a eu un super travail de fait par tous les assos sous forme d'assemblée locale. Et ça a été, les EGM ont édité ce cahier qu'on peut télécharger sur leur site, bien sûr. Et sinon, il est vendu, là on en a quelques-uns, on n'en a pas beaucoup, 10 €. Ou vous le lisez en ligne, voilà. Et ça, c'est vous ? Oui. Tu veux présenter ? En fait, c'est un outil de travail qui a été sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelle De l'air, ouvrez les frontières. Alors le titre vient de Nice, justement. Et en fait, il parle de 5 sujets. Pourquoi les migrations ? Mais très rapidement, parce qu'il y a des tas de bouquins qui ont été faits qui sont bien plus documentés que ça. Pourquoi les frontières ? Qu'est-ce qui se passe aux frontières ? Qu'est-ce qui se passe comme irrégularité de l'État, des départements, de l'éducation nationale par rapport à l'accueil de ces migrants ? Une 4e partie qui est sur l'hospitalité. Qu'est-ce que ça implique de recevoir des migrants chez soi ? Qu'est-ce que ça bouge chez nous, chez les migrants aussi ? Et la 5e partie, c'est sur les traumas de l'exil, qui sont en général très peu abordés. Et on pense maintenant que ça serait très important que cette réalité soit prise en charge et que les personnes soient aidées. Voilà, donc je disais qu'on n'est pas universitaire. Normalement, on interroge toujours l'objet sur lequel on veut s'exprimer. Donc là, c'est l'immigration, la frontière. Mais là aussi, on a un ouvrage qui est super, qui est très bien fait. Je vous montre. Alors, on en a un exemplaire, donc vous pouvez le regarder bien sûr tout à l'heure. Mais sinon, dans toutes les librairies, etc. C'est l'Atlas des migrants en Europe, fait par le collectif Migre Europe. Et ce soir, on a avec nous Morgane Dujmovic, qui pourra peut-être s'exprimer tout à l'heure, qui a participé à cet atlas. Et je vais lui piquer un petit paragraphe, ce que je trouve très juste, tout simple. À la partie des histoires de frontières. Les personnes qui habitent les frontières ont bien des histoires à raconter. La séparation et le contact, la défiance et la ressemblance, l'obstacle et le franchissement, le contrôle et son contournement, et comment la traque et l'hospitalité sont des réalités concrètes quand on vit sur ces lignes mouvantes et parfois redessinées de façon spectaculaire. C'est vraiment ça, je trouve, ce qu'on vit, nous. Et elle parle de théâtre frontalier, et c'est très juste aussi, je trouve, comme expression. Il y a un vrai théâtre une guerre des images, en fait, qui se déroule là, qui, en fait, répond en grande partie à la politique intérieure de la France, politique de l'Europe. Voilà, cette espèce de jeu, de guerre médiatique sur l'image. Et là, je vous lis 2 phrases qui sont très justes. Contre ces représentations fantasmées de frontières fortifiées et réputées infranchissables, à l'image du limès de l'Empire romain, des pratiques d'apparence plus ordinaires interrogent, voire contestent, cette symbolique du pouvoir. Le long de la frontière alpine, des scènes sont jouées par de véritables acteurs sociaux, au nom de traditions d'hospitalité,
Envers les étrangers, des habitants aident celles et ceux qui fuient crise et guerre, tandis que gendarmes et policiers les pourchassent pour les repousser à tout prix. Simple formalité pour certains, enjeu vital pour d'autres, le passage de la frontière est toujours l'objet de récits plus ou moins fantaisistes, mais aussi de pratiques répressives de plus en plus dangereuses. Dans les cafés, les commissariats sur les places publiques au cours de fêtes de village, dans les films, certaines de ces histoires provoquent le rire et d'autres, qui se déroulent au temps présent, constituent quant à elles autant de tragédies. À la frontière, donc qu'on appelle basse, un mot, je crois que c'est la CAFIM qui parle de frontière haute en fait pour la zone de Briançon, et frontière basse pour cette espèce de triangle qui est la vallée de la Roya. La Roya se jette à... Voilà, on va tout de suite vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez très bien, vous pouvez regarder après peut-être aussi. On a quelques cartes là. C'est très particulier quand même, hein, la Roya, comme découpage de la frontière, comme géographie. Alors, c'est au sud des Alpes, bien sûr, pas très loin de Nice. Et la Roya se jette à Vintimille. Donc, elle prend sa source sous le col de Tende, en France, actuellement en France. De l'autre côté, c'est la région Piémont, italienne. Et elle est en quelque sorte coupée en deux par la frontière. La Roya se jetant à Vintimille. Et là, on est dans la région Ligurie. Donc, les pentes sont très abruptes, puisque c'est les Alpes qui finissent et qui viennent se jeter dans la mer. C'est très raide. Je dis ça, c'est pas pour rien que je dis ça, parce que si vous imaginez effectivement des gens qui marchent depuis 2 jours sans manger, etc., et qui sont traqués, vous imaginez ce que ça peut donner comme scène absolument terrible, de traque, poursuite, etc. Et c'est ce que j'allais évoquer. On a actuellement 21 décès officiels entre Roya, Vintimille, Menton. Des décès soit sur la route, l'autoroute, puisqu'un des moyens employés pour passer, c'est marcher sur l'autoroute, d'accord, l'autoroute qui fait Vintimille, Monaco, etc. La voie ferrée, dans les trains, sur les toits des trains. Donc tous les risques d'électrification, qu'est-ce qu'il y a, les fleuves, etc. Et bien sûr des décès qui n'ont pas été officiellement, qui n'ont pas été médiatisés, donc pas comptabilisés. Il nous est revenu des histoires dans la Roya d'avoir retrouvé des corps, de gens qui ont retrouvé des corps dans la Roya. Voilà. Pour cette région donc, où nous habitons, qui est vraiment particulière. Historiquement, donc cette zone de frontière, Tende et Labrie, qui sont les communes les plus au nord de la vallée de la Roya, sont devenues françaises en 1947, ainsi que les hameaux de Breil-sur-Roya, Libre et Pienne, qui sont plus au sud de la vallée, si vous voulez. Alors que les autres villages de la Roya, qui sont donc Breil, Saorge, Fontan, sont devenus français en 1860, en même temps que le comté de Nice. C'est vraiment toute une histoire. Quand on parle de frontières mouvantes, ça le montre bien. On peut discuter avec des gens qui se souviennent très bien des queues à la frontière, dans la Roya, etc. Puis plus rien circule comme ça. Et puis de nouveau, le checkpoint que nous avons depuis 2017. Voilà. Ensuite... Oui, pour rappel, donc cette vallée, donc cette zone montagneuse, entre mer et montagne, c'était la voie de passage la plus au sud des Alpes en fait. Et vous avez peut-être entendu parler de la vallée des Merveilles, mais ce sont des gens qui venaient là l'été, et ces milliers de gravures qui étaient propitiatoires, ça montre bien toute cette idée de circulation, de passage. On a eu ça, les Romains bien sûr, la route du sel. Ce qu'on a appelé la route royale de Nice à Turin, etc. Et donc cette frontière qui coupe arbitrairement cette vallée. Voilà. Donc je vais revenir sur la situation actuelle pour faire un petit point là-dessus. Donc depuis 2018, on a vu nettement diminuer les arrivées de migrants, de personnes en recherche d'asile.
Et c'est devenu, on peut dire, le nombre d'arrivées est devenu anecdotique. C'est vraiment, on pourrait parler de quelques dizaines d'arrivées dans l'année. Alors c'est très curieux, on dit souvent que c'est la militarisation de la Roya, c'est vraiment le terme approprié, puisqu'on a la brigade Sentinelle qui s'est installée à Sospel. Sospel, c'est de la Bévéra qui se jette dans la Roya, ça fait partie de la même zone en fait, où il y a eu un checkpoint non-stop aussi, de la même manière. Donc brigade Sentinelle, avec ce que vous avez décrit, c'est la même chose, pléthore de matériel, de drones, de chiens, de véhicules de toutes sortes, 4x4, tout ce que vous voulez. Et donc, oui, le fait que ça que le passage soit rendu de plus en plus difficile, eh bien, les migrants se sont plus dirigés vers Briançon. C'est pas complètement avéré, c'est un peu compliqué, je sais pas, peut-être que Morgane aura des infos là-dessus, je sais pas, on verra après. Mais franchement, Briançon, je sais que c'était des arrivées, beaucoup d'Afrique francophone, de mineurs, de jeunes, vraiment très jeunes. Les Érythréens et des Soudanais, oui. Beaucoup, bon, aussi dans la Roya. Ah, d'accord. Enfin voilà, il y aurait peut-être une petite recherche, une petite mise au point à faire là-dessus. Là, tout récemment, vraiment, depuis une dizaine de jours, Morgane, il y a du nouveau dans la Roya. Il semblerait que le plus gros checkpoint qui se trouve donc dans la vallée de la Roya, à la frontière, ait été levé. En fait, c'est très curieux. Ils ont laissé uniquement le gros bus de police, qui sert de commissariat, comment ils appellent ça ? Commissariat mobile, voilà. Et une voiture de police. Des fois, ils y sont. On a l'impression qu'ils jouent aux cartes ou sur leur téléphone, en gros. Et puis, des fois, il n'y a plus rien. Donc, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et en revanche, des patrouilles de la brigade Sentinelle, depuis cet été, encore ces derniers jours, en montagne, derrière notre village, qui est un village de 300-500 habitants, Saorge. Voilà, des patrouilles dans la montagne, en uniforme, c'est complètement étrange, on n'a pas encore vraiment l'explication. Donc on a vraiment l'impression que c'est quelque chose d'emblématique qui se joue là, avec tout un jeu d'images. Donc, j'en suis. Oui, pour rappel, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, et le fait que ces militaires ne sont absolument pas habilités à demander les papiers d'identité. Ils n'en ont pas le droit, ils n'en ont pas le pouvoir. Mais vous pouvez imaginer qui aura l'aplomb, et surtout, justement, un migrant complètement poursuivi, etc., qui se retrouve entouré par ces militaires, dire non, salut, je continue mon chemin. C'est très difficile. On a un ami qui a été interpellé il n'y a pas très longtemps derrière Saorge. Il n'a pas osé faire ça, quoi. Voilà, donc c'est partie des nombreuses... on est complètement hors la loi, hors cadre, là. Oui, je pense que c'est la même chose à Briançon et certainement à Calais, le sentiment que c'est cette espèce de théâtre d'images qui se joue là sur la frontière et qui, reproduit le jeu électoraliste avec toujours l'extrême droite en curseur. On pourra peut-être en reparler. Sur la solidarité, délit de solidarité citoyenne et des délits de solidarité. Oui, il y a eu donc pas mal de solidaires qui ont été arrêtés dans la vallée. On a une quinzaine de procès ou déjà réalisés ou encore à venir. Et en 2018, début 2018, il y a Cédric Héroux et Pierre-Alain Manoni qui ont posé une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel par rapport justement à ce délit de solidarité. Par exemple, nous, quand on a été pris à transporter des gens en France, c'est un délit de solidarité parce qu'on a le droit, ils acceptent qu'on nourrisse les gens, ils acceptent qu'on les héberge chez nous, ils acceptent qu'on leur donne des conseils,
Mais par contre, on n'a pas le droit de les monter en voiture, tout simplement. C'est-à-dire que si on repère un gars sous la pluie à 5 km de chez nous, il faut qu'il court derrière la voiture pour venir chez nous, quoi. Enfin, c'est une absurdité de plus, quoi. Et le Conseil constitutionnel donc, a validé ce qu'ils ont appelé le principe de fraternité, et qui englobait justement, à partir de là, le transport. Et on a vu dans les procès qu'il y a eu depuis que les procureurs jouaient là-dessus et disaient à chaque fois est-ce que c'est vraiment de la solidarité? Donc ils sautaient par-dessus la déclaration du Conseil constitutionnel et ne respectaient pas. C'est toujours la façon dont la justice applique, même venant du Conseil constitutionnel, qui est la plus haute autorité de justice, les procureurs derrière, en particulier celui d'Aix-en-Provence, sautent par-dessus cette nouvelle dimension qui avait été donnée. On avait mis un peu d'espoir là-dedans, mais apparemment, il n'y a rien eu. Le fils de Suzel, qui a 19 ans, qui a été condamné également, lui, alors à de la prison avec sursis, de la même façon pour avoir transporté des gens sur 4 km de Breil chez Cédric Héroux. Lui a été condamné en appel. On a douté de sa solidarité et on lui a quand même mis 2 mois de prison avec sursis. 19 ans. Ça veut dire que, par exemple, il ne peut plus s'engager dans la police, quoi. Non, mais... non, mais voilà, c'est tout. C'est des choses très importantes. Non, c'est sur le principe que c'est très grave, quoi. Oui, vas-y. Pour refaire un point de notre situation, oui. On sent une démobilisation, on va dire démotivation dans la vallée de la Roya, de la part des habitants qui ont pu être solidaires. Il ne faut pas s'imaginer que tout le monde a été solidaire dans la Roya de manière unanime. Ce n'est pas du tout le cas, hein. Dans tous les villages, il y avait des gens qui s'engageaient fortement, d'autres qui, un bar qui donnait un sandwich une fois, etc. Des gens qui restaient neutres, qui regardaient ailleurs, et puis des gens qui allaient dénoncer. Hein, ça, on l'a eu dans à peu près tous les villages, voilà, qui suivaient les gens solidaires pour essayer de les dénoncer, etc. Donc, je parlais de démotivation. On peut penser qu'il y a plusieurs raisons à ça. Donc, pour vous dire rapidement, des actions militantes ou humanitaires sur une durée aussi longue, puisque c'est quand même depuis quasiment 2015-2016 en tout cas, ça fait long. Le fait qu'il y ait très peu de personnes maintenant qui arrivent jusque dans la Roya, ça fait comme un éloignement du problème qui reste toujours réel, mais qui est plus diffus, qui est moins visible pour les habitants, puisqu'en fait le nœud du problème du coup est de nouveau à Vintimille, entre Vintimille et Menton, mais Vintimille si vous voulez, qui est donc pour nous, les villages les plus au sud de la Roya, c'est à une demi-heure de voiture, c'est 30 km, c'est pas beaucoup, mais voilà, quand les gens sont dans leur quotidien. Et puis bien sûr, l'effet du harcèlement policière et judiciaire dont parlait Gibier à l'instant, c'est clair que personne n'a envie d'aller en garde à vue. Il y a 2 phénomènes là, qui sont assez intéressants, c'est-à-dire que la police est dans les rues, ou dans les rues du village avec les FAMAS et tout, et les bonnes gens se disent « Oh, mais s'il y a la police dans les rues, c'est qu'il y a du danger ». Donc les migrants deviennent un danger sans avoir jamais, alors que c'est eux qui sont en danger en réalité. Et par exemple, dans la Roya, nous on a passé en 2017 1500 personnes. 1500 personnes qui sont arrivées chez nous, qu'on a pris en charge et qu'on a pu emmener à Nice demander le droit d'asile à la PADA. Donc il y en est passé plus que ça, ces 1500 là. Et si on prend contact avec les services de police, il n'y a jamais eu, ni en 2017 ni les autres années, il n'y a jamais eu un seul incident. Pas un vélo volé, pas une pomme volée sur un comptoir, pas une fenêtre de fracassée, pas une femme qui était ennuyée, pas... Rien, pas une chemise de volée. Rien. Il n'y a eu jamais aucun incident. Ces gens qui se retrouvent dans la détresse font bien attention de ne pas prendre trop de place et se font vraiment tout petits quand ils passent par là.
Oui, je reviens, les procès, donc vous en avez parlé, garde à vue, donc les dernières en date, c'est quand même tout récent, c'est les 13 et 14 mars dernier, et donc 7 personnes qui ont été mises en garde à vue dès le petit matin, à domicile. Bon, c'est l'expérience que j'ai eue chez moi, 6 heures du matin, avec en gros une brigade de gendarmerie pour chaque personne quand même. Et aucune poursuite à la clé. Ce qui veut dire quoi? Que l'enquête reste ouverte. Ça laisse tous les possibles. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment un avantage, mais on a pu vérifier qu'effectivement, nous étions plusieurs à être sur écoute. Depuis plus d'un an, oui. Voilà. Aussi, ce qui est quand même notable, je trouve, c'est que donc il y a eu plusieurs personnes du conseil d'administration de Roya Citoyenne, pas seulement, mais voilà, entre autres. Et comme par hasard, l'ordinateur de la trésorière de l'association qui a été en garde à vue et le mien, qui m'occupe donc de coordination, communication, etc., ont été saisis, toujours pas restitués, et mon smartphone. Bon, j'ai quand même envoyé 2 lettres recommandées accusées de réception. J'ai aucune réponse à ce jour. Je veux dire, c'est pas un hasard, quoi. L'exploitation, elle est faite depuis longtemps. Quand on veut mettre des bâtons dans les roues à une association, c'est un bon moyen. Juste oui. Sur les effets collatéraux de... Oui, ce que on voulait vous dire, c'est pour parler des effets quelque part collatéraux de cette militarisation de la frontière. Le gag. J'ai bien parlé de cette espèce d'équation. Il y a des militaires, des gendarmes, la police, etc. Donc les migrants sont dangereux. Ça, c'est complètement vrai. Mais on a pu constater aussi que une partie de la population, c'est difficile de dire combien, mais assez curieusement, rendent responsables les migrants, mais peut-être encore plus les personnes qui les aident, de cette présence policière pesante. C'est pas mal, quoi. Voilà. Tu peux faire les petits trafics, il y a trop de police à cause par exemple. Pour un historique rapide, donc voilà, de Roya Citoyenne qui a été créé en 2016, début 2016. Le blocage de la frontière à Vintimille, ça a été dès juin 2015. Hein. Donc je rappelle, l'été 2015, il y a ce qu'on a appelé le camp Presidio No Border à la frontière, pile à la frontière en bas au bord de la mer. 2016, donc beaucoup de militants à Vintimille et dans la Roya, on s'organise. Et cette association a été créée justement pour mieux s'organiser, pour venir en aide aux migrants, avec des maraudes à Vintimille pour apporter de la nourriture, etc. Tous les soirs, il y avait un tour de rôle, village par village. Donc, pour donner une idée, 150 000 repas en 2017. Été 2017, il y avait jusque dans les 900 personnes par jour, 900 repas par jour. Voilà. Vous voyez à quel point c'est mouvant, toutes ces situations. Donc pour vous, toujours dans l'historique un petit peu, Cédric Héroux, dont vous avez dû entendre parler, qui faisait partie de Roya Citoyenne, crée son association fin 2017, qui s'appelle Défends ta citoyenneté, pour un fonctionnement différent, voilà, et qui est plus centré sur l'accueil dans son lieu d'habitation d'exploitation, une petite exploitation agricole, qui devient Emmaüs Roya cette année, en fait, peut-être vous en avez entendu parler aussi, qui s'appelle Emmaüs Roya, pour donner une possibilité d'intégration dans le cadre de l'agriculture sur son exploitation. En 2017, arrive dans la Roya le collectif, alors c'est un nom un peu bizarre, Keshania Kitchen. Keshania, en fait, c'est du kurde, et c'est donc ce sont des bénévoles qui œuvraient à Grande-Sainte, Calais, et qui sont partis après le démantèlement en fait du camp de Grande-Sainte, qui sont venus donc avec leur cuisine, etc. pour aider, pour participer. Ils sont restés, ils sont toujours là. Bon, ce sont vraiment des gens formidables, heureusement qu'ils sont là. Et donc maintenant, ce sont
essentiellement eux qui assurent ces maraudes de repas tous les jours à Vintimille. Mais ils font depuis environ, je ne sais pas, peut-être un an, quelque chose qu'ils appelaient au départ les petits déjeuners. Bon, c'est plus des petits déjeuners, en fait, nous on appelle ça plutôt des veilles, à la frontière même, c'est-à-dire ce qu'on appelle vraiment la frontière basse, juste à côté de la mer, si vous voulez, juste aux portes de Menton, juste après les locaux de la PAF, mais côté italien. Pour toutes les personnes qui sont renvoyées, vous en parliez tout à l'heure, au niveau des exactions et des actions illégales commises par la PAF, je pense que c'est exactement la même chose que ce soit vers Briançon ou vers Menton. C'est-à-dire c'est odieux, tout simplement. Donc pareil. Si vous voulez, tout à l'heure, là, on a le recueil des rapports sur quelques journées du mois de mai et du mois de juin. Suzelle en a d'autres là pour le mois de septembre. Si vous voyez les mots qui sont là-dessus, qui sont recueillis par ces gens de Keshania, c'est à pleurer. C'est téléphone cassé, côte brisée, plusieurs claques, papier d'identité détruit, cris de douleur, femme enceinte, gazée à l'intérieur, coup de poing sur le visage, tous les jours en ce moment. Moi, j'y suis mercredi prochain, là, avec un ami. Tous les jours, ce sont des exactions de cette sorte. On peut penser que c'est presque volontaire pour que les gens, quand ils sont renvoyés, disent « Ah non, n'y allez pas, regardez comme les Français sont méchants », tout ça. Enfin, ça peut être une des attitudes presque volontaires, parce que malgré les rapports qui ont été faits par les organismes officiels, par les députés, par les sénateurs, par les députés européens et tout, la préfecture ne bronche pas, personne ne bouge et personne ne fait rien pour que ces exactions cessent. C'est très, 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 très grave. On a eu, voilà, effectivement, là, vous en avez parlé, bon, JB aussi, donc des rapports d'organismes internationaux, de défenseurs des droits. Nous avons des députés aussi qui sont venus, et ça c'est vraiment très bien. Nous, on est demandeurs de ça complètement, parce que seuls des élus, peut-être vous le savez, mais ont le droit, des élus, députés, sénateurs, conseillers régionaux, députés européens bien sûr, ont le droit d'entrer dans les locaux de la PAF, par exemple, hein, sans prévenir. Donc c'est très précieux. Et d'ailleurs, c'est comme ça que, je ne sais plus comment elle s'appelle, une conseillère régionale, enfin, il y avait une... c'est le téléphone qui parle tout seul. Donc, oui, ils avaient fait cette visite à la PAF et ils avaient pu voir pas une recommandation, une note, en fait, affichée, disant, donnant des consignes si la presse était présente ou pas, en gros, comment les flics devaient se comporter ou pas. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Voilà, donc on est très demandeur de ça. Donc on a des rapports par mail envoyés par les maraudeurs. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça à tous migrants, et c'est très précieux. Alors on va essayer de mettre en ligne au moins les rapports de Keshania, enfin, surtout ce qui se passe à la frontière qui est très grave, sur le site de Royaume Citoyenne. On va essayer de faire ça. On faisait attention au procès en diffamation, ça serait trop facile. Une dernière chose, peut-être, la création de la CAFIM en 2017, c'est un regroupement en fait de 5 grosses associations nationales, CIMAD, Secours catholique, Amnesty, Médecins du Monde et Médecins sans frontières, et s'y adjoint souvent l'ANAFE, qui a fait ce super rapport-là, qui est gratuit, pareil, hein, que vous pouvez télécharger aussi. Pour l'avoir vécu, c'est entériné dans le rapport de l'ANAFE de 2017-2018. C'est-à-dire on n'invente rien, ils inventent rien, et là tout ce que vous avez dit, ça y est, et tout ce que nous avons dit, ça y est aussi, parce qu'en fait c'est les rapports sur les Alpes basses et les Alpes hautes. Voilà, donc ils ont mis, ils ont mis une salariée à disposition, oui, sur toute cette zone, Briançon et nous, et je crois qu'ils veulent essayer de l'étendre maintenant à la frontière espagnole, Hendaye, voilà. Je vais peut-être arrêter pour qu'on puisse discuter, échanger, etc. Et j'espère que Morgane voudra bien intervenir.
J'ai juste un tout petit slogan que j'ai inventé tout à l'heure, que j'ai envie de vous dire. Nous comprendre, nous soutenir, c'est bien. Nous aider, c'est mieux. Adhérer, c'est très mieux. Non, on a besoin de beaucoup de gens qui adhèrent aux associations, que ce soit chez nous, que ce soit là-bas, que ce soit un peu partout, parce que ça permet après de faire circuler l'information, parce que quand on adhère, c'est rien, hein, c'est 5 ou 10 euros, mais ça permet de recevoir les informations de ce qui se passe chez nous, ce qui se passe chez eux. Et par exemple, quelqu'un comme Suzelle fait circuler toutes les informations sur le site de notre de Roya Citoyenne, et c'est quand même bien que les choses se sachent, qu'on ait connaissance de toutes ces exactions et de ces choses étranges qui se passent dans notre pays. Alors, ceux qui sont devant, ils parleront dans le micro et les autres écriront très fort. Oui, Ivy Lang du collectif Agir. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui se passe maintenant à Vintimille, parce que bon, on sait qu'il y a quand même un mouvement sud-nord des demandeurs d'asile. Je pense que l'étau s'est un peu desserré en Italie, mais est-ce qu'à Vintimille il y a toujours une masse de gens là? Alors après, avec M. Salvini qui a été au pouvoir en Italie, effectivement, il y a eu beaucoup moins d'arrivées directes en Italie pendant l'année dernière et un petit peu avant. Par contre, mais donc ça explique qu'il y ait moins de monde maintenant. Par contre, on trouve des gens maintenant qui ont été accueillis éventuellement dans les camps du sud de l'Italie, et qui y sont depuis 1, 2, 3 ans, et qui s'apercevant qu'il n'y a aucune perspective, parce qu'ils sont... Quand vous êtes nourri dans un camp, bon, c'est bien déjà, c'est pas mal, c'est quelque chose, mais pas de perspective, ni d'avenir, ni de formation, ni d'apprentissage de la langue, ni d'intégration. Oui, et puis il y en a qui, au bout d'un certain temps, sont mis dehors et mis à la rue. Et puis il y a aussi des gens qui font le parcours par les Balkans, qui continuent d'arriver, qui ne sont pas dans les camps, mais qui continuent à transiter par l'Italie. Donc ce qui se passe, c'est qu'avant, il y a eu un énorme mouvement là, en 2017, ça s'est ralenti, mais on a en permanence maintenant, là, les gens de Keshania ont une centaine de personnes par jour. Qui sont là. Et les autorités italiennes également, 3 fois par semaine, raflent un peu ce qu'ils trouvent dans les rues de Vintimille ou sous les ponts, ou tout ça, organisent vraiment des rafles, c'est comme ça, une vingtaine de policiers encerclent un groupe, ils les mettent dans les bus et les redescendent dans les camps du sud de l'Italie. À Taranto, c'est des navettes régulières. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que, pour y être de temps en temps et rencontrer les gens qui sont sur place, quand vous y allez la semaine d'après, ce ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, et par les moyens les pires ou tous ceux qu'ils arrivent à inventer, ils finissent par passer. Ça nourrit effectivement tout un réseau de passeurs et tout ce qui va avec, de traite des blanches, de prostitution et de tout ça. Mais il y a toujours du monde qui arrive par Vintimille et qui essaye de passer, bien sûr. On n'a pas parlé de l'autre route qui s'est ouverte de nouveau depuis pas longtemps. C'est celle du Maroc et de l'Espagne. Donc il y a énormément de personnes qui arrivent du côté d'Hendaye et de je ne sais plus quelle ville. Donc ce mouvement s'est déplacé un petit peu. L'autre chose que je voulais dire, c'est que le mouvement sud-nord, il ne faut pas le grossir exagérément. Le mouvement des migrants, c'est plutôt sud-sud, c'est-à-dire qu'ils veulent rester dans leur... si on parle des Africains, entre autres. Il y en a qui souhaitent s'en aller de leur pays, mais c'est une petite minorité. Quand ils partent, ceux que nous recevons, très souvent, quand ils partent, ils ne savent pas qu'ils vont venir en France. C'est un enchaînement de circonstances et des passeurs, hein, et des personnes qui vont les emmener dans différents
différentes aventures qui ne sont pas les mieux pour eux, ils ne savent pas qu'ils vont venir en France. Donc il ne faut pas non plus fabuler sur le nombre. C'est vrai que ça a été impressionnant parce que ça a été une période courte pendant laquelle il y a pas mal de personnes qui se sont déplacées, mais il y a toujours eu ces mouvements. Donc il faut bien et ils se sont déplacés. Quand c'est fermé à un endroit, ils se déplacent à un autre endroit. Ça, c'est un mouvement normal. Les gens ont le droit de se déplacer et de décider de venir habiter dans un pays. Voilà. Et encore plus s'ils viennent d'un pays qui est en guerre ou d'un pays où on n'arrive pas à manger ou un pays où il y a des conséquences climatiques qui sont détestables et où ils ne peuvent plus vivre. Et pour les chiffres, c'est parfois un peu étrange quand même, parce que on a, nous, par exemple, M. Ciotti ou le préfet qui se vante en 2017 d'avoir refoulé 35 ou 40 000 personnes à la frontière. Quand nous, après, on rencontre ces gens, ils ont essayé de passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Donc peut-être dans les 35 000, peut-être il n'y en a que 4 000, quoi. C'est les mêmes qui repassent. Ils sont refoulés, ils recommencent. Ils passeront, ils ont rien à perdre. Ils essayent de passer. Ils ont qu'une chose, ces gens-là, sur eux, c'est leur vie. C'est tout ce qu'ils ont. Mais je voulais rebondir sur le dernier propos là. Thibaut, je suis bénévole à Médecins du Monde et j'ai eu la chance de faire une maraude avec Benoît, donc je reconnaissais bien les propos, et à SOS Méditerranée aussi en parlant d'une autre frontière. Et ce qui est une dimension intéressante, je trouve aussi, c'est que voilà, avec la volonté de partir, de passer la frontière, ce qui est frappant dans les témoignages des gens que je peux accueillir, parce que du coup je suis Toubib à côté, donc je les vois après. Ils passent au bout de 7, 8, 10 fois, donc c'est des traumatismes répétés et c'est une dépense d'argent incroyable aux frontières pour très peu de résultats, où on pourrait déplacer le curseur pour les accueillir un peu mieux, parce que globalement, même si le périple avant le passage de la frontière a été affreux, ce qu'ils évoquent comme première souffrance ou comme premier motif de difficultés actuelles, c'est les conditions de résidence, de non-logement, de non-alimentation en France, quoi. Donc c'était intéressant de parler de toute façon, ils pourront passer puisqu'ils l'ont décidé. Et après, il faut nous se poser la question de comment on veut aborder le problème, quoi, si c'est un problème. Marie-Odile du collectif Agir. Je prends la parole maintenant. Nous, c'est pas les frontières, hein. On est à Aix, pays d'Aix, pays d'Aigues. Là, ils ont réussi à traverser quand ils arrivent chez nous. Mais effectivement, ce que vient de soulever le copain de Thibaut d'SOS Méditerranée, c'est que quand ils arrivent ici, il faut qu'il y ait absolument l'ensemble des services, entre guillemets, qui sont nécessaires pour eux. C'est-à-dire un hébergement, un accompagnement, la santé, les papiers, la formation français quand ils ne sont pas francophones, la préparation plus tard à un emploi, etc. Ce sont les 6 pôles, je ne sais pas si j'en ai dit 6, là moi ça ne fait rien, qui sont organisés maintenant par le collectif Agir. Le collectif Agir, c'est 30 associations, c'est ça qui est magnifique. Depuis 2015, c'est pas vieux, enfin c'est la période que nous connaissons tous, hein. Alors nous, effectivement, quand ils arrivent, ils sont passés chez vous d'une certaine façon. Il y en a quelques-uns qui arrivent d'Espagne, mais pas encore beaucoup. La plupart maintenant, c'est le col de l'Échelle. Et alors à ce propos, je voulais dire que sans doute certains ici dans la salle à Aix, alors parenthèse, on a un procureur pas terrible et on a une maire horrible, d'accord ? J'arrête sur le pays d'Aix. Bon,
Oui, quand ils arrivent ici, ils ont besoin de tout ça. Et en parlant du col de l'échelle, je voulais dire que on a une de nos actions qui s'appelle le moment d'agir. On passe des documentaires ici et ailleurs, dans les villages du Pays d'Aix et du Pays d'Aigle. Et là, on vient de passer au cinéma Renoir, la semaine dernière, d'Aix, Déplacer les montagnes. C'est un film magnifique qui montre tellement bien ce qui est fait là-bas par ce refuge solidaire, c'est vraiment superbe. La salle était pleine, c'était la grande salle du Renoir, c'était magnifique. Alors pourquoi on fait tout ça? Nous, c'est pas simplement pour aller au cinéma, c'est qu'on a envie qu'il y ait des nouvelles personnes qui connaissent, qui s'engagent. Et je dois vous dire quand même que moi, je suis admirative de notre population au niveau local. Voilà, vous en êtes, mais ici à Aix, qui n'est pourtant pas une ville de frontières, on n'a sans doute pas la même gravité d'image, il y a plein de gens qui s'engagent, qui hébergent chez eux, qui donnent des sous pour qu'on puisse payer des loyers, parce qu'on paye des studios et donc il faut des sous. On n'est pas aidé, on n'est pas aidé. Ça, l'État, débrouillez-vous. Mais il y a au niveau local une générosité extraordinaire. Voilà. Et des référents, il y en a plein enfin plein, non. Il peut y en avoir davantage. Il pourrait y en avoir davantage. Oui, il en faudrait d'autres. Mais enfin, bon, ça avance, quoi. Et dans ces séances de cinéma, tout simplement, on se rend compte que, oui, pourquoi pas, on va s'engager. Alors, il y a une lassitude qui peut arriver, ça de la Roya le dit très bien, au bout d'un moment on change, et puis il y a d'autres choses à faire aussi dans ce pays, il n'y a pas que ça. Mais moi je témoigne vraiment de beaucoup de choses positives, voilà. Mais c'est vous qui, je pense, endurez le pire à l'arrivée. Et moi, je vais témoigner du négatif que Marie-Odile a oublié de dire. C'est que à peu près tous les jours, on est obligé de renvoyer à la rue des gens. Parfois, des femmes enceintes avec des enfants. Et il y en a une quantité à la gare Saint-Charles. Il y a même des services sociaux qui leur conseillent de venir au collectif Agir parce que chacun se renvoie la balle. Et donc, c'est vrai que ce que fait le collectif Agir est extraordinaire, mais que c'est scandaleux. C'est une goutte d'eau dans la mer. C'est une goutte d'eau dans la mer et il y a des quantités de gens. L'hiver arrive maintenant et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont à la rue. Et l'État, qui légalement est tenu de loger les gens, les demandeurs d'asile, eh bien, il ne loge que la moitié d'entre eux. Ça veut dire que la moitié des demandeurs d'asile sont dans la rue. Voilà. Vous avez pas dit où c'est que des gens qui voudraient vous rejoindre, où c'est qu'ils doivent aller? Agir, 35 avenue de l'Europe, il y a le Ligourès, la maison des associations, à côté il y a un gros supermarché, une place, et derrière il y a un local au rez-de-chaussée où il y a des petits déjeuners, comme vous avez dit, où il y a des cours de formation français, où il y a plein de choses, plein de vie, ils viennent là, et alors voilà, comme dit Anne, le malheur, c'est qu'on arrive le matin, on ouvre le local, on ouvre la grille, et devant, sur le trottoir, on a une jeune femme avec un tout petit bébé qui attend tout. Voilà. Moi, je voudrais juste rebondir sur votre propos. Dans les Hautes-Alpes, le nombre de familles accueillantes des jeunes migrants
à qui on avait dit il y a 1 an et demi, 2 ans que c'était pour quelques mois le temps que le juge décide s'ils sont mineurs, qu'ensuite ils iraient. En fait, maintenant, ça fait 2 ans qu'ils ont ces jeunes. Donc, quand on regarde l'ensemble de la population, ça fait quand même beaucoup de monde. C'est quand même un signe extrêmement réconfortant. Et ça, c'est pour l'aspect positif. Hein. Surtout que comme ça dure, souvent les gens trouvent d'autres amis quand ils doivent partir. Et donc, quand on accueille un jeune, souvent il y a 2 ou 3 familles autour qui les aident, les remplacent. Donc ça fait quand même énormément de monde. L'aspect négatif, c'est que nous faisons le job qui ne nous revient pas. Et tu pourras peut-être dire le chiffre tout à l'heure, mais c'est quand même impressionnant l'argent que l'État nous fait supporter, si simplement à niveau économique. Juste, je te passe la parole. On est en train de faire un calcul sur le nombre de nuitées qui ont été faites dans le département des Hautes-Alpes par des bénévoles ou par des squats. Hein. Mais moi, je vous donne que le chiffre des jeunes qu'on a suivis. Nous, on a suivi environ à partir de début 2018 200 dossiers de jeunes qui étaient MNA, mineurs non accompagnés, qui sont en demande de reconnaissance de leur minorité. Et on a calculé, on est arrivé à 19 000 jusqu'au mois d'août, hein, donc début 2018 jusqu'au mois d'août 2019, à pratiquement 20 000 nuitées. Donc vous calculez 20 000 nuitées, si vous faites à 40 € à l'hôtel Formule 1, vous arrivez quand même à une économie de 800 000 €. Et ça, c'est juste sur 200 jeunes. Alors vous imaginez les économies que vous faites, tout ce que nous faisons faire à l'État, alors que c'est leur boulot de faire ça et de s'occuper de ça. Voilà. Oui, on parle de chiffres et de nuitées et de façon dont l'État dépense son argent. Nous, ce sont des chiffres officiels de la préfecture. Le coût du dispositif policier pour fermer la frontière Bévéra et Roya s'établissait à 60 000 € par jour. Alors si on met cet argent dans l'accueil au lieu de le mettre dans la répression, on peut accueillir dignement les gens. Ceux qui ne doivent pas rester, peut-être qu'il y a des lois, on peut les ramener, mais décemment. Mais en tout cas, il y a une façon d'accueillir. Et avec 60 000 € par jour, ça s'explique par les gendarmes sont en déplacement, ils ont des primes, il leur faut des hôtels. S'il y a 10 gendarmes sur un poste, ils sont 6 heures, ça fait qu'ils sont 40. Voilà, le prix est tout à fait normal. Simplement, c'est la taille du dispositif qui ne ressemble à rien. Moi, à la frontière entre Vintimille et Breil, donc il y a un poste qui est resté là pendant presque 3 années. Là, les gendarmes ont ouvert les coffres des voitures pendant 3 ans. Ils n'ont jamais trouvé une personne dans un coffre de voiture. Mais jamais, il n'y en a jamais un qui est passé couché dans le coffre de la voiture, quoi. Ils sont passés dans les camions, ils sont passés dans la rivière, ils sont passés dans les montagnes. Et voilà, c'est de la démonstration qui coûte très cher. Et moi, je pense qu'effectivement, si l'argent était simplement déplacé, en n'attendant rien d'autre de l'État, qu'il utilise mieux l'argent, c'est peut-être une bonne chose. Ce qu'il faut souligner aussi, je pense, c'est que la fermeture des frontières, c'est-à-dire le fait qu'on empêche les gens de passer en Angleterre, le fait qu'on les empêche de rentrer, c'est-à-dire le fait qu'on met atteinte à la libre circulation des personnes, en contradiction avec le fondement européen de l'Europe, eh bien ça c'est un piège, c'est-à-dire que si les gens pouvaient rentrer et sortir, eh bien une fois rentrés, ils n'hésiteraient pas à retourner chez eux quand ils ont pour voir leur famille, etc. Tandis que là, une fois qu'ils sont rentrés, ils sont tellement persuadés que s'ils sortent, ils ne pourront pas revenir, qu'ils restent sur place. Et donc, toute la politique de fermeture des frontières est une absurdité sans nom. On a dit le coût pour une journée, mais si on prend le coût de Frontex au niveau européen, on a des sommes absolument invraisemblables. Et donc, il y a un problème politique européen, et pas seulement français à ce niveau-là.
il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur les frontières et puis sur l'hospitalité. Donc je vous conseille, si vous travaillez là-dessus, de lire tous les livres de Michel Agier, par exemple, qui est un anthropologue et qui a écrit des bouquins remarquables sur tout ça. Et puis Madame Witold de Wendel aussi, qui a écrit pas mal de choses là-dessus. Et donc elle dit, je crois que c'est elle qui le dit, on ferme, on enferme. C'est-à-dire que s'il y a des frontières, les gens ne peuvent pas rentrer, sortir et retourner chez eux, par exemple. Voilà. Parce qu'il se peut que des personnes exilées qui sont restées quelque temps en France et qui ont réussi un petit peu à avoir un métier, elles aient envie de retourner chez elles. Et voilà. Et ça, on ne le favorise pas du tout et c'est dommage. Et il y a tout un travail sur les frontières qui est important et qu'il faut lire des choses là-dessus. Morgane, du coup, j'interviens parce que Suzelle insiste. Donc moi, je suis enseignante-chercheuse en géographie sur les questions migratoires, membre de Migre Europe. Donc c'est le collectif, j'en dis juste 2 mots très rapidement parce que justement sur l'échelle européenne, je pense que ça peut être intéressant, un collectif de chercheurs mais aussi de militants d'associations, de nombreuses associations qui réfléchit aux politiques migratoires européennes et au parcours vraiment depuis les témoignages et les parcours des personnes en migration. Et voilà, et en tant qu'habitante de Marseille, proche des collectifs du coin aussi. Mais je trouve ça beaucoup plus intéressant de vous écouter, vous, en fait, avec vos témoignages de terrain. Et ce dont on a besoin aussi, c'est d'avoir une actualité sur ces phénomènes-là, de pouvoir croiser les différents terrains, parce que, comme vous l'avez bien dit, ça bouge sans arrêt. Ça va avec les phénomènes migratoires. Et du coup, moi, j'ai plutôt 2 questions, commentaires, mais vraiment par rapport à ce que vous avez dit là aujourd'hui. La première chose, je pense, c'est une tendance qu'on voit depuis quelques années, c'est l'illégalisation des parcours, en fait, des personnes. C'est vrai que nous, on réfléchit localement par rapport aux expériences qu'on a autour de nous, à Aix, à Marseille, à la frontière. Mais en fait, cette illégalisation, elle commence dès le départ, et même avant le départ, dans la préparation du voyage. Et à l'échelle européenne, maintenant, l'obtention d'un visa Schengen est rendue de plus en plus difficile. Donc on a aussi des personnes, même qui sont venues par le passé en Europe, munies d'un visa et qui, depuis c'est 2001, les visas Schengen, ne peuvent plus y venir. Et maintenant, on leur empreinte prise dans des bases de données les plus importantes du monde, quoi. Donc ça, déjà, les parcours, après, on le voit... je ne sais plus qui évoquait les parcours balkaniques. C'est vrai que les personnes qui arrivent à la frontière franco-italienne aujourd'hui, je dirais presque au mieux, ont emprunté ces parcours balkaniques qui sont encore actifs, même s'ils sont devenus invisibles. Et on retrouve le même phénomène, ils appellent ça The Game, à la frontière Bosnie-Croatie. Donc c'est un jeu morbide aussi, mais de toujours c'est être bloqué aux frontières et sans cesse... retenter les passages. Donc en fait, ça, ce sont des phénomènes qu'on voit partout en Europe. Et du coup, par rapport à ce que vous avez dit, au final, la fenêtre d'action qu'il reste, où la personne va être dans une situation de légalité ou semi-légalité dans laquelle on peut agir, par exemple dans le cadre de la demande d'asile, est de plus en plus restreinte. Et ça, on le voit du coup, nous, à l'aboutissement du parcours, à la fin, sur le territoire français, effectivement, comme tu disais, Suzelle, on a l'impression, enfin c'est même une évidence, les marges de manœuvre liées à un statut légal de séjour sont de plus en plus réduites. Donc il y a le problème des voies d'accès légales et des moyens de séjour légaux en France ou dans d'autres pays européens. Du coup, sur ça, moi j'aimerais bien savoir, je trouve ça super ce genre d'événement parce que ça met vraiment en lien en fait, différents micro-territoires. Et c'est hyper important de communiquer sur ça, de comparer en fait ce qui se passe dans différentes étapes du parcours des personnes. Et la deuxième chose qui m'a marquée dans ce que vous avez dit, parce que je trouve que c'est un phénomène inquiétant depuis plusieurs années, c'est la diffusion du contrôle aux personnes qui ne sont pas initialement en fait des acteurs de contrôle. Donc tu as parlé des douaniers, des militaires qui sont aussi des acteurs sécuritaires. Mais en fait, on le voit aussi avec les transporteurs privés. Là, quelques exemples très frais
mais vous en avez peut-être fait l'expérience aussi, avec voilà, des acteurs sociaux, le SAMU social, des structures d'hébergement, etc., qui sont incités à participer. Et là encore, on est dans de l'invisibilité. Parce que si le dispositif donc mis en scène militaire est très évident, à l'inverse, en fait, cette diffusion du contrôle l'est beaucoup moins. Donc là aussi, moi, je pense que c'est important, si vous avez des exemples, juste d'en témoigner. Et voilà, de récolter ça. Des exemples précis. Peut-être qu'on peut, tu vois, demander aux Kishanias qui justement sont à la frontière et peuvent rapporter des faits, notamment avec les bus. C'est ça l'idée, par exemple. Oui, il y a toutes les compagnies de bus, genre Flixbus, etc. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées côté espagnol. Tu as dû en entendre parler aussi. Mais là, par exemple, la compagnie qui fait Riviera Trasporti, qui fait la frontière Ventimille, quand même, il y a 7 km. Et quand ils sont renvoyés à la PAF, les migrants doivent revenir à pied à Ventimille, en ayant passé une journée, demie, des fois sans manger. Voilà ce qu'ils décrivent. Hein. Je voulais vous lire des extraits de leur rapport, mais je crois qu'on n'a pas trop eu le temps, en étant blessés, etc. Donc souvent, ces chauffeurs refusent de les prendre, parce que a priori ils pensent qu'ils n'ont pas de quoi payer, mais en fait aussi par racisme, hein, voilà, c'est très net. Donc les copains Kishanias, d'office, l'un d'eux qui les accompagne au bus pour être sûr qu'ils pourront prendre le bus. Et c'est la même compagnie, c'est odieux, qui est payée pour ramener à Taranto, ce qu'on disait tout à l'heure, les rafles qui se font à Ventimille. Mais ces rafles existent depuis 2016. Hein. Voilà, 3 fois par semaine. Hein. Il y a des périodes où ça tourne comme ça, 3 fois par semaine. Donc c'est la même compagnie qui se fait des... Voilà. Après, ce dont on parlait tout à l'heure, par la brigade Sentinelle, je ne sais pas si tu pensais à ça. Pareil, qui sont là. Est-ce qu'il y a une forme de délégation, en fait, de contrôle Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples, vous. Ce qu'il faut dire sur la présence des militaires, parce que même si dans les voitures qu'ils ont contrôlées, ils n'ont trouvé aucun noir, c'est que le motif du dispositif, c'est le terrorisme. Or, il est clair qu'ils n'ont jamais arrêté un seul terroriste, ni dans les Hautes-Alpes, ni dans les Alpes-Maritimes, ni à la frontière espagnole. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est du bluff. C'est-à-dire, c'est l'usage d'une menace qui ne correspond pas à la réalité des passages et qui a pour but, qui est dévié. Par exemple, on reproche aux Gilets jaunes d'avoir contourné les ronds-points. Mais l'État passe son temps à faire du contournement de la loi. Il est en infraction, il est en illégalité. Les terroristes qui ont sévi en France sont français. Ils sont d'origine, ils sont français. Eh bien, personne ne les contrôle et ils peuvent comme ça se retrouver à l'intérieur de la préfecture de police de Paris. Encore 2, 3... Je voudrais juste faire une petite remarque, c'est que pourquoi les migrants veulent tellement passer en Angleterre, c'est qu'une fois qu'ils y sont, on leur demandera plus leur papier, puisqu'il n'y a pas de papier d'identité en Angleterre. Donc c'est ça le problème. Alors qu'en France, pour peu qu'on ait un teint un peu marqué ou un type un peu marqué, on peut vous demander vos papiers à n'importe quel moment. Et donc on est en insécurité permanente. Et c'est pour ça que les Anglais ont mis la frontière en France, pour que on fasse le tri. Nous, à Breil-sur-Roya, on a un postier antillais, et il est bien ennuyé.
Parce que justement, ce qu'elle expliquait l'autre jour, les gendarmes ou les policiers qui sont à la frontière, qui sillonnent les rues, ils changent tous les mois ou tous les 2 mois. Donc tous les mois ou tous les 2 mois, il a le droit à ses contrôles quand il va à son boulot. La SNCF aussi. Encore un peu de questions. On laissera 5 minutes quand même pour que vous puissiez voir les brochures. Mais il y a encore 2-3 questions. Là, mais tout de suite. C'est une question épouvantable. Effectivement, le trajet, disons que nous, on leur donne un répit de 2 ans. On dit ça à peu près, hein. 2 ans. Alors, ensuite, il y a l'OFPRA. L'OFPRA, 2 solutions. Après l'OFPRA, la CNDA. La CNDA. Mais ça dure encore, ça. Le problème, c'est que ça prend du temps, hein, mine de rien. Oui, mais même. Alors après, s'ils sont complètement refusés par toutes ces instances avant, on donne 3 mois d'accueil encore, d'hébergement, d'assistance, de suivi dans tous les domaines, pendant 3 mois, pour essayer de les mettre en relation ailleurs, vraisemblablement dans une autre région, pour qu'ils redémarrent quelque chose, une démarche de demande d'asile à nouveau, avec une autre préfecture où ils travaillent dans une structure. Longomaï, vous connaissez Longomaï? Ici, on connaît. L'Emmaüs, c'est pareil. Ça, c'est des gens, ils ne demandent pas les papiers, hein, d'accord? Et donc, heureusement, il y en a. Et ils reçoivent, on travaille chez eux, on est logé, on travaille. Ça peut laisser du temps. On travaille... je ne vous dis pas qu'on règle tous les problèmes, hein. Et puis il y en a qui partent carrément, qui ont une famille, c'est arrivé ça dans les migrants qu'on a eus et qui ont malheureusement été déboutés définitivement. Ils avaient des contacts, alors vous savez le portable ça marche, hein, des contacts en Allemagne, ils sont partis en Allemagne, ils sont passés par Paris, ils ont réussi à trouver des systèmes et ils sont arrivés en Allemagne. On leur permet d'avoir un nouveau chemin, mais effectivement on ne peut pas les garder. C'est pas possible, voilà. Mais, hein, on reste dans la légalité, nous. On doit rester dans la légalité. Elle est illégale, comme vous dites. Elle est illégale, mais bon, c'est comme ça. Mais on est au courant de ce qu'ils font. On les oriente. Mais je ne peux pas dire ici officiellement qu'on règle tous les problèmes. Non, ça sûrement pas. Ce serait malhonnête. Là, on va... Est-ce que... Voilà. Vous voyez ce que... Nous, on a ce problème aussi, on l'a eu beaucoup quand on a eu beaucoup de monde dans la Roya. On ne résout pas le problème. On sait bien qu'on ne résout pas le problème. On leur fait avancer une marche dans leur vie, dans leur parcours. Ils sont partis de chez eux 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans avant. Ils nous racontent les meurtres en Libye, ils nous racontent leur ami qui est mort dans la Méditerranée, ils nous racontent l'esclavage en Libye ou en Éthiopie. Ils sont là, ils ont faim, ils ont soif, ils sont en train d'avancer. On les aide comme on peut à avancer. On leur fait franchir une marche si on peut, mais on ne peut pas assumer, effectivement, on a 1500 personnes qui passent, on ne peut pas assurer l'avenir de ces 1500 personnes. Après, effectivement, ils se débrouillent. Ils cherchent leur chemin par une autre voie, d'autres les aideront ailleurs. Voilà, certains les aident à un moment et puis après, ils partent ailleurs. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a cet énorme drame qui va tomber sur des milliers d'entre eux. Tous ceux qui ont fait tous les parcours, toutes les demandes, toutes les référés, toutes les choses administratives possibles et qui à la fin se retrouvent déboutés,
Ce sont des sans-papiers à vie pour une partie d'entre eux. Qu'est-ce que ça va devenir ? C'est une espèce de bombe à retardement, c'est sûr.